Coucou, c'est Alexandra. Eriwan. Et Fanny, bienvenue dans After Gym. Merci beaucoup Fanny d'être venue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Notre podcast After Gym est consacré à la salle. Et l'un des piliers de la salle et de la santé en général, c'est l'alimentation. Et on voulait donc en parler avec une professionnelle qui serait apte à évoquer le sujet sans induire en erreur, comme on aurait pu le faire nous, vu qu'on n'a pas la formation nécessaire. Merci beaucoup d'être venue Fanny. Jingle! Est-ce que, alors, du coup, tu pourrais déjà te présenter pour les gens qui te connaissent pas ou quoi Ouais. Du coup, moi, c'est Fanny, je suis diététicienne nutritionniste depuis 4 ans et demi, bientôt 5. Je me suis lancée directement à mon compte, donc je fais des suivis en ligne. Et je me suis spécialisée aussi en nutrition de la performance, donc tout ce qui est sport, développement de la force, de l'endurance. Donc j'ai eu tout type de sport, tout type d'athlète, et c'est vraiment ma spécialisation, et je suis vraiment passionnée par le domaine. Donc si je peux résumer à ça, c'est vraiment diététicienne, on va dire, de la performance. Et en plus, tu es diététicienne, mais tu es aussi une diététicienne de la nouvelle génération puisque tu es beaucoup présente sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu as ton podcast. On mettra bien sûr tous les liens et tout en description. Trop gentil. Et tu as une méthode aussi qui est bien à toi, c'est ça? Oui, j'ai la méthode que j'ai nommée Nutri-Reset. Donc vraiment, le but, c'est de créer tout un renouveau dans l'alimentation. Ça porte bien son nom. De revoir les bases de la nutrition, tout en allant dans le détail, vraiment l'optimisation. Parce que souvent, on a tendance à vouloir manger équilibré, vouloir se transformer physiquement. Sauf qu'en fait, la nutrition, c'est vraiment de la science très précise. C'est pas une science parfaite. Et du coup, c'est ça qui est passionnant, c'est que chaque personne va devoir utiliser sa nutrition de façon ultra personnalisée. Et moi, c'est ce que je propose dans ma méthode d'accompagnement et de connaissances, d'apport en connaissances. Donc, il y a aussi tout un travail de formation aussi que je fais avec les personnes qui décident de me faire confiance. Et j'ai aussi j'ai créé une formation qui s'appelle NutriPower, où vraiment je passe des bases de la nutrition jusqu'à l'optimisation de la nutrition pour la performance. Donc j'ai un peu créé toutes ces choses-là, donc le suivi personnalisé et la formation. Et franchement, j'aime trop. c'est vraiment incroyable. Et du coup, la formation, Ouais. ça se dirige plutôt du coup vers les power, parce que j'ai entendu power. Alors oui, Ok. moi c'est vrai que j'ai beaucoup accompagné des sportifs qui font de la force athlétique, donc du powerlifting, de l'haltérophilie, tout ce qui est sport à catégorie de poids. Mais pas que, parce que justement, je me suis dit, ça reste quand même très spécifique, Ouais. la force. Donc je vais faire une formation qui est plutôt adaptée de la musculation jusqu'au sport de force, en passant même par les sports de combat. Et ensuite, là, c'est en projet, mais c'est pas du tout sorti. On aimerait bien faire un angle et tout un module sur la nutrition de l'endurance, donc tout ce qui est run, Irox, toutes ces choses-là, vu que ça se développe beaucoup. Mais c'est en projet, parce que en soi, ça prend du temps à créer, et on veut bien faire les choses avec ma collaboratrice, parce que j'ai monté une petite équipe depuis le temps maintenant. Mais ouais, c'est ça. C'est plutôt nutrition de la force, prise de masse musculaire, mais pas que, parce qu'on parle aussi de perte de gras, d'optimisation de la composition corporelle. Ouais. Enfin, vraiment, dans la formation, il y a tout type de profils qui peuvent s'y retrouver. Ok, C'est trop bien aussi que vous développiez ça par rapport à l'Aerox, l'endurance et tout, parce que comme tu l'as dit, c'est carrément d'actualité. Donc je pense que c'est à la mode. Ouais. Même dans les suivis, je remarque qu'il y a beaucoup plus de sports qui changent. Avant, j'avais que des sportifs qui font de la force. Et maintenant, j'ai tout type de sport dans mes suivis. Donc, je dois aussi adapter ma formation, mes compétences et mon discours, on va dire mon marketing également. Donc, ça m'oblige à me former et à continuer. Comme tu l'as dit, l'important, c'est aussi de connaître toutes les bases de l'alimentation. Tu l'as dit, c'est une science. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut vite s'y perdre. Souvent, quand on commence la salle, en fait, on commence, on essaye de vraiment se donner à la salle, mais on n'a pas forcément les résultats. Et c'est après qu'on comprend vraiment l'importance de bien s'alimenter. Et ça, finalement, même en dehors de la salle. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans la vie quotidienne. On nous parle de glucides, de lipides, de protéines et tout. Mais finalement, moi, personnellement, si je le dis honnêtement, avant de faire du sport, je ne savais même pas vraiment ce que c'était des glucides, des protéines et tout. Je suis tellement d'accord. Quelques mois après. Il y a besoin, pour moi, la nutrition, ça devrait être une matière à l'école. Vraiment, mais il y a tellement un manque d'éducation nutritionnelle dans les familles, chez les adultes, les parents. Enfin, tout le monde devrait apprendre à bien se nourrir, à comprendre ce que c'est justement une bonne nutrition, parce que ça pourrait éviter tellement de problèmes de santé, tellement de problèmes aussi psychologiques, parce que tout est lié en soi. C'est ça qui est aussi fascinant dans la nutrition et ce qui me passionne. Mais pour le coup, les bases de la nutrition, c'est... Moi non plus, avant de commencer le sport, j'y connaissais rien. Enfin, même avant de vouloir changer physiquement, je savais même pas ce que je mangeais, combien mon corps avait besoin par jour. Et c'est seulement en commençant en m'y intéressant
que, là, j'ai compris un petit peu l'importance que ça pouvait avoir. Mais avant, mais j'en savais rien du tout et j'ai fait beaucoup d'erreurs avant de comprendre, beaucoup de choses aussi, hein. Donc ouais. Mais d'ailleurs, c'est ta pratique du sport, du coup, qui t'a amené à vouloir faire ce métier? Alors pour le coup, c'est un petit peu plus technique, dans le sens où moi, je suis passée par des troubles du comportement alimentaire. Donc pendant 3-4 ans, j'ai fait de l'anorexie et ce qui fait que, ça m'a un petit peu forcée à me renseigner sur la nutrition. Mais du coup, j'utilisais mes connaissances pour les mauvaises raisons, donc plus pour maigrir, pour, Mmh. me sous-alimenter, pour perdre du poids et en fait, le sport, là, c'est plus l'inverse où ça m'a un petit peu sauvée, ça m'a vraiment aidée, notamment le powerlifting parce que dans ce sport-là, t'as pas le choix de Ouais, manger. là, ouais, là, c'est sûr, T'as vraiment pas le choix de manger. Si tu veux prendre en force, t'es obligé de te nourrir. Et ça, moi, ça m'a vraiment créé un déclic et j'ai compris l'importance de la nutrition et de assez se nourrir pour justement que son corps ait de l'énergie. Et pendant très longtemps, j'ai fait toutes les erreurs possibles et j'ai utilisé mes connaissances, on va dire, pour les mauvaises raisons. Ce qui fait que, du coup, je pense que ça me sert beaucoup dans ma pratique parce que, du coup, je peux très bien accompagner les personnes qui passent par là parce que je les comprends tout simplement. Mais par contre, oui, c'est sûr que, malheureusement, je me suis un petit peu lancée dans la nutrition et dans le sport pour les mauvaises raisons au début. OK. OK. C'est un beau parcours et c'est quand même une preuve de résilience et comme tu l'as dit, enfin, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, ça te permet aussi de mieux comprendre les personnes que tu vas accompagner et finalement, l'épreuve par laquelle tu es passée aujourd'hui, elle peut servir à d'autres et Ouais, voilà. vraiment et puis, c'est quand j'ai commencé mes études que je me suis dit: «C'est hors de question que je sois encore malade et que je sois diplômée, que je sois professionnelle». Du coup, en même temps que j'ai commencé la force, en fait, j'ai été diplômée et là, j'étais en mode: «OK, là, c'est bon, stop, fini les bêtises et je suis une professionnelle, on va dire, qui me fait autant du bien à moi qu'aux autres» et du coup, ça a un peu tout changé mais ouais, c'est vraiment ça un petit peu mon parcours et mon histoire avec, le sport et la nutrition, du coup. OK. OK, c'est un beau parcours et c'est vrai que, je pensais pas du tout que tu étais passée par là, Ouais. vu qu'aujourd'hui tu es une professionnelle et tout, enfin Ouais, on puis s j'aime pas beaucoup en parler ou ouais. que ce soit un peu ma vitrine ou ma pub. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup sur les réseaux qui utilisent leur histoire personnelle pour, voilà, que les personnes s'identifient, qu'elles puissent vraiment commencer par là pour, se faire connaître et ainsi de suite. Moi, j'ai un peu de mal avec Ouais. ça et je trouve qu'encore une fois, c'est pas un bon exemple et je suis pas vraiment fière de ça non plus. Donc j'essaye de pas trop, partager cet aspect-là parce que déjà, je considère que c'est le passé et surtout, j'ai pas envie qu'on m'identifie comme: «Ah oui, elle a été malade» ou ci ou ça. Enfin, non, c'est Après, ça montre pas que ça arrive à tout le monde, du coup. oui, pour le coup et c'est très souvent chez les sportifs malheureusement aussi, ouais. Et c'est vrai qu'il faut appuyer là-dessus parce que, avant d'aller à la salle, j'avais pas beaucoup de gens dans mon entourage qui avaient des TCA Mmh. et là, en ce moment, ça fait que se démultiplier Ouais, autour de moi. Mais c'est même les chaud. réseaux sociaux, ça aide pas, la désinformation sur les réseaux sociaux aussi, le fait que, on voit des corps parfaits tous les jours, qu'on voit des gens, super bien manger, qu'on voit un petit peu tous les extrêmes, hein. Et puis surtout la dissonance qu'il y a entre, on va dire l'alimentation réelle et ce qu'on retrouve dans les supermarchés, dans les pubs et dans ce que les gens disent qu'ils mangent tous les jours. Enfin moi, le nombre d'amis qui vont au fast-food plusieurs fois par semaine, mais le nombre de personnes que je vois sur les réseaux sociaux qui mangent que des légumes et qui, font, beaucoup de sport, en fait, du coup, je me dis: «Mais il est où le juste milieu?» Ouais. et du coup, s'identifier un petit peu dans tout ça, ça peut être très compliqué. On peut très vite aussi se comparer et c'est ça qui crée aussi les troubles du comportement alimentaire ou, même dans le sport, tout ce qui est musculation, ça a un but esthétique ou moi, typiquement, dans le powerlifting, c'est des sports à catégorie de poids. Donc en fait, il y a cet enjeu-là de la pesée et de la performance aussi et du physique et en fait, ça met beaucoup plus de pression et forcément l'alimentation peut vite un petit peu, dérailler dans s'il y a soit un passé fragile, soit des mauvaises connaissances, soit justement, une santé mentale, pareil, tout aussi un petit peu fragile et là, le côté comparaison, sport et pression aussi du sport, parce que ça peut jouer aussi et c'est ça qui peut déclencher un petit peu tout, en fait, ouais, c'est le cocktail, parfait pour les troubles du comportement alimentaire. Ouais. Rewan, je crois que tu voulais dire quelque chose, ça t'a touché, non? Non, c'est parce que moi, j'ai l'impression que je commence à prendre une direction vers les TCA qui n'est pas très cool. Ah ouais? Bon, non, en vrai, c'est un début. Non, non, non. En vrai, ça va. Mais c'est vrai que depuis que enfin, ça fait une semaine que je suis en diète OK et là, du coup, et ça te monte un peu au en cerveau, fait, tu je floudes un sens que peu je vais mieux, focus? du coup, depuis que je mange mieux. Ouais. Mais du coup, dès que je vais mal manger, je vais Tu être en vas mode: «Ouais, culpabiliser et tu voilà, vas ouais. exactement». Donc C'est que justement, je pense que tu catégorises certains groupes d'aliments comme, bons, mauvais, voilà, c'est ça. que, moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que, par exemple, il faut jamais voir l'alimentation comme le reflet de son physique. Il faut vraiment apprendre à dissocier les 2
Et c'est pas parce que tu manges bien que ton physique il va être bien. C'est pas Ouais, parce que c'est tu vrai. manges mal, parce qu'en soi, mal manger, ça veut un peu tout et rien dire, que ton physique va forcément grossir dès un mauvais repas ou dès que tu sors un petit peu de ton cadre. C'est totalement faux. Et en fait, il faut vraiment apprendre à dissocier son corps de sa nutrition pour que, un moment où tu as un peu moins de contrôle sur ta diète, tu aies pas directement le retour de culpabilité en mode je vais grossir, je vais perdre, Ouais. je vais prendre du gras, je vais pas perdre le poids que je veux perdre ou je vais pas sécher comme je veux. En fait, non, c'est vraiment tu pourras rattraper ce léger surplus à un autre Après moi, moment, c'est tu pourras plus, trouver ton équilibre. désolé. Non, pas de souci. Moi, c'est plus en fait, l'énergie. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce qu'avant, moi, je mangeais pas de légumes. Du coup, OK. j'avais pas de vitamines, rien. Et du coup, depuis que j'en mange, je sens que je suis un peu plus en forme et dès que je mange pas de légumes, je vais me mettre en mode: «Mais tu vas être KO demain». Tu vois ce que je veux dire? Non, ça, encore une fois, c'est des fausses croyances et c'est, en fait, là, tu es en train de conditionner avec de nouvelles habitudes ton cerveau et c'est ultra bien, hein, de vouloir manger des légumes à chaque repas, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais par contre, culpabiliser s'il y en a pas dans ton assiette, là, tu vois, c'est pas forcément utile et ça va plus, on va dire, créer une charge Ouais, mentale OK. qui est un petit peu inutile parce que ton équilibre, c'est pas que sur un repas, c'est pas que sur une journée. Moi, je le dis souvent à mes suivis, enfin, moi, je propose des accompagnements de 3 à 6 mois et des fois, ils me disent: «Ça fait, une semaine que je suis plus trop dedans, où j'ai été invitée par-ci par-là, ou avec Pâques, dans tous mes bilans, j'étais en mode: «Ah, avec Pâques» et cetera. Je dis: «Oui, mais regarde, là, ça fait 5 mois qu'on est en suivi, ça fait qu'un week-end où, en fait, tu pas bien, fait les choses» et encore, enfin, moi, je suis pas du tout là à culpabiliser. Au contraire, je trouve que c'est nécessaire aussi des fois de lâcher prise et des fois, je recommande Ouais. à mes patients de mettre le suivi en pause pendant 3 4 jours ou même plus. Mais du coup, le fait est que, en fait, ils vont tout de suite culpabiliser et je vais dire: «Mais non, en fait, c'est inutile parce que ça fait 5 mois que tu fais bien les choses, ça fait 6 mois, enfin, les habitudes et l'importance de tout ce qui est, action, on va dire sportive, nutritionnelle, c'est la régularité et la Ouais, longévité c'est qui vrai. compte. C'est pas le moment à l'instant T. Du coup, si tu sais que la majorité de ta semaine, tu manges tes légumes, c'est pas un repas qui fera la différence. Du coup, il faut prendre du recul à chaque fois. Je pense que c'est ça le plus important. Mmh. Ouais. C'est vrai que non, mais c'est vrai que ça résonne beaucoup parce que, personnellement, j'ai toujours eu un bon rapport à mon corps. L'alimentation, ça a jamais été top, mais parce que, j'aime bien les pâtes et tout, enfin voilà. Et et quand j'ai en fait, j'ai une période de ma vie, j'allais déjà à la salle, mais j'ai une mauvaise période. Et moi, quand je suis triste, je ne mange plus parce que je n'ai plus d'appétit. Mmh. Donc j'ai commencé à avoir plein de remarques: «Mais Alexandra, tu comme ça, t'as perdu tellement de poids». Enfin, je flottais littéralement dans mes Ouais. jeans et tout. Enfin, ça devenait quand même, préoccupant et du coup, là, je me suis mis une déterre. J'ai commencé à aller à la salle, mais vraiment à fond avec, une vraie programmation et tout et en fait, c'est là où je pense que j'ai commencé alors je pourrais pas qualifier ça de TCA, mais je pense que j'avais pas non plus un rapport vraiment sain Enfin, ouais. à l'alimentation parce qu'en fait, je me forçais à manger. Mmh. Là où je n'avais plus l'appétit, mais forcé au point où enfin, c'était pas Mmh. enfin, c'était vraiment pas bon. Mmh. C'était au point où mon corps, il pouvait plus Ouais. accepter ça et c'était dur. En fait, c'était vraiment dur et il y a eu un moment où heureusement, je sais pas, j'ai eu le déclic et je me suis dit: «Mais tu peux pas te mettre dans des états pareils juste pour avoir ton quota de protéines par Ouais. jour». Enfin, ou alors par d'autres manières, mais je peux pas en arriver là et Ouais. ouais. C'est ce que je disais, il y a vraiment ce côté-là de prendre du recul et moi, je dis aussi beaucoup à mes suivis, par exemple: «Vois ce que toi, tu peux mettre en place et ce que tu veux mettre en place et ce qui doit être mis en place» et moi, j'essaye toujours de trouver le juste milieu, dans le sens où, oui, la nutrition, c'est une science. Il y a tes besoins qui doivent être calculés, que machin. Oui, il y a des chiffres, il y a des quotas, il y a des timings, il y a une certaine qualité à atteindre, si on veut vraiment optimiser les choses et faire les choses parfaitement. Mais déjà, une alimentation parfaite, ça n'existe pas. C'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Moi-même, c'est mon métier depuis, des années, je suis passionnée et je suis loin d'avoir une alimentation parfaite parce que déjà, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que quand on a tellement de connaissances, en fait, on se rend compte de tous les efforts que ça peut, amener et il y en a plein qui se pensent capables de faire les efforts et au final, quand on propose le réel protocole, ils sont en mode: «Non, mais ça, je peux pas» et que ci ou Mmh. ça et du coup, je suis en mode: «Oui, donc en fait, il faut vraiment dissocier l'alimentation, on va dire, parfaite que tu as en tête et que tu as dans tes objectifs et cetera et ce que tu peux réellement mettre en place. Et il faut trouver le juste milieu» et typiquement, ton exemple de, s'écœurer un petit peu pour avoir son apport en protéines, en fait, c'est pas sain et c'est pas une vie. Par contre, faire en sorte de trouver des aliments qui facilitent ton quota en protéines sans que tu aies l'impression de te forcer, ça peut être le juste milieu. Même si, ton apport il est pas parfait tous les jours, au moins ton alimentation, elle sera beaucoup plus stable, beaucoup plus régulière, ce sera pas un problème et ce sera pas une charge mentale non plus. Donc, il faut vraiment pas hésiter à se remettre en question et pas hésiter aussi à c'est pas grave si c'est pas parfait,
tant que, ça te convient à toi. Et des fois, c'est vrai que j'ai un petit peu un double discours en mode: «Oui, mais la nutrition, c'est ça, mais toi, dans ta situation, c'est ça», vu que je fais que de l'individualisation et de la personnalisation. C'est vrai que des fois, même moi, je me dis: «OK, qu'est-ce que je lui dis à ce patient-là pour que ça lui corresponde vraiment, mais qu'en même temps, il atteigne ses objectifs?» Et c'est un métier, hein. Oui, totalement, Mais c'est sûr. mais ouais, franchement, c'est important de toujours prendre du recul. Je pense que c'est le meilleur, conseil à donner dès qu'on commence à vouloir bien faire les choses, surtout, quand on a un objectif sportif, quand on est vraiment déterminé, surtout, ouais, les sportifs, on a nos objectifs, on sait où Ouais. on veut aller. Mmh. Malheureusement, ce caractère-là, il va se retranscrire aussi dans l'alimentation et on peut vite passer, on va dire, à côté de quelque chose ou, être un peu buté sur un point, sans que, on s'en rende compte jusqu'au moment où on voit que c'est trop et qu'on n'en peut plus, quoi. Mmh. Donc, ouais, faire attention à ça, c'est important. Carrément. Cet épisode, il a aussi pour but, en fait, de donner quelques clés, Ouais. quelques bases à des personnes qui souhaiteraient justement avoir un meilleur rapport à la nutrition et mieux s'alimenter. Et comme on l'a un peu évoqué en début d'épisode, on n'a souvent pas les bonnes infos. On n'a même pas d'infos, en fait. Et justement, est-ce que tu pourrais un peu nous donner les bases un peu de l'alimentation, les grandes choses à savoir? On est d'accord, on a 1 heure. Tu développes certainement plus, certaines problématiques dans ton podcast et tout, mais ne serait-ce que des bases qui pourraient, aider, d'autres personnes. Je vais prendre un petit peu la structure que je mets en place dans mes suivis. Comme ça permettra de mettre, on va dire, de l'ordre dans ma réponse. Oui. Mais moi, je commence toujours par les fondations et les fondations, c'est comprendre ses besoins. Donc moi, peu importe, qui vient me voir et quel est son objectif, je vais toujours commencer par trouver son métabolisme de base, trouver ses besoins de base et comprendre comment son corps fonctionne. Donc je vais traquer pendant 1 semaine un apport calorique, par rapport à sa journée type. Donc par exemple, quelqu'un va me dire: «Sur une journée, je mange tout ça, je m'entraîne comme ça, à la semaine, je marche tant de pas dans une journée en moyenne, je dors, X heures par nuit». Et du coup, moi, de par des calculateurs et aussi mon expérience maintenant, j'utilise même plus de calculateur avec le temps. En fait, je me dis: «OK, là, la personne, entre ce qu'elle vient de manger et moi, ce que j'ai calculé, les besoins sont à peu près pareils. Donc je vais la mettre à cet apport calorique-là pendant 1 semaine. Je vais la faire se peser tous les jours et traquer un petit peu toutes ces infos et on va voir comment le poids évolue d'une semaine à une autre». Moi, je travaille beaucoup avec les moyennes. Je trouve que les peser au jour le jour, c'est pas du tout représentatif. Par contre, traquer le poids sur 1 semaine, puis sur une autre semaine Ouais. et comparer les moyennes, rien à voir, vraiment rien à voir. Et si les 2 moyennes pendant les 2 premières semaines de suivi sont stables, je sais exactement où est, le maintien de ma personne. Je sais, aussi sa moyenne de poids, du coup, pour ensuite calculer les besoins de manière encore plus précise, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, moi, c'est ce que je conseillerais à tout le monde. Il y a beaucoup de calculateurs qui sont assez fiables, hein, maintenant en ligne, pour calculer le métabolisme de base, accordé aussi, au niveau d'activité physique. C'est pas que le métabolisme de base qui compte, il y a aussi tout le côté activité physique à ajouter au métabolisme de base pour savoir combien on doit manger dans une journée. Et une fois qu'on a ces besoins-là, en fait, ça va donner aussi le total en protéines, en glucides et en lipides par jour. Juste, j'ai pas envie qu'on perde un peu, mais est-ce Oui, que tu peux bien expliquer déjà c'est quoi le rôle de ces 3 choses-là, de ces 3 éléments et un peu, dans quoi on peut les trouver pour les personnes qui pourraient ne pas savoir? tout à fait, ouais, effectivement. Alors déjà, l'apport calorique, qu'est-ce que c'est une calorie? C'est la valeur référente, on va dire, de l'énergie dans le corps. Le corps a besoin, d'énergie pour, respirer, pour fonctionner, pour, vivre, pour, utiliser l'énergie du cerveau et cetera et cetera. La masse musculaire aussi a besoin d'énergie. Donc, les calories, c'est ça, c'est pour pouvoir bouger, vivre tout simplement. Ensuite, les glucides, ça sert notamment à nourrir le cerveau. En 24 heures, le cerveau, il consomme minimum, vraiment minimum 150 grammes de glucides en 24 heures. Donc c'est énorme, OK. vraiment c'est énorme et le nombre de personnes que je connais qui mangent 150 grammes de Ah, c'est glucides par ouais. jour, voire même moins, alors que, ils s'entraînent à côté, qu'ils marchent, alors qu'en fait, ils peuvent même pas nourrir leur Ouais. cerveau. Mais du coup, le manque de glucides se ressent très facilement dans la concentration. Je pense que, on est tous, Ouais. une journée, on n'a pas beaucoup mangé, on a l'impression d'être un peu dans les vapes, c'est à cause de ça. Ouais, carrément. Ça explique beaucoup de choses. Mais les glucides, oui, c'est vraiment l'énergie de manière générale, qu'elle soit musculaire ou, du coup cérébrale. Les glucides se transforment, on va dire, et se mettent en glycogène dans les muscles et c'est ce qui donne l'énergie aussi à l'entraînement. Donc, vraiment essentiel. Les lipides, j'ai dit un petit peu plus fonction hormonale, stockage de l'énergie, régulation du métabolisme, santé cérébrale également. Tout ce qui est oméga 3, ça aide beaucoup à la mémoire et aux échanges, dans le cerveau. Et maintenant, du coup, il manque les protéines. Donc, vraiment, les protéines, elles sont partout dans le corps. C'est ce qui aide à créer les cellules et on est constitué de beaucoup, beaucoup de cellules.
Donc, En elles effet. ont un rôle essentiel sur tous les échanges, on va dire, métaboliques du corps. C'est des messagers aussi très puissants pour transporter un petit peu tout dans le corps aussi. J'essaie de pas trop rentrer dans les détails, mais on va dire, si je peux résumer la science comme ça, c'est très imprécis, mais l'idée est là. Et aussi, un rôle sur la constitution de la masse musculaire, donc création de masse musculaire et maintien de la masse musculaire, c'est vraiment les protéines. En moyenne pour un sportif, en protéines, je recommande 1,6 g par kilo de poids de corps. En lipides, entre 1 g et 2 g par kilo de poids de corps et selon l'objectif. Pour les femmes, je recommande 1,5 g de lipides par jour. Pour les hommes, ça peut aller à 1 g par jour, mais les hommes en prise de masse, ils sont plutôt à 2 g par jour, si ce n'est même plus. Et en En lipides? glucides, ouais, en lipides. Ah ouais, OK. Ouais, ouais, ouais. Et en glucides, ça va dépendre du coup du total calorique. Généralement, on fait le total calorique des protéines plus le total calorique des lipides, moins le total calorique total, et du coup, ça nous donne l'apport en glucides en calories qu'on divise par 4, parce qu'une protéine, c'est 4 calories, un lipide, c'est 9 calories, et 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Du coup, si on a les calories, qu'on a les grammes de protéines et qu'on a les grammes de lipides, on peut facilement trouver les glucides. C'est ce qu'on appelle un petit peu le complément de la ration. Et du coup, ça permet vraiment de calculer facilement ses besoins. Et une fois qu'on a ça, en fait, juste, ça suffit. Et je trouve que beaucoup de personnes, on va dire, oublient un petit peu le fait de juste se nourrir à hauteur de ses besoins et que ça peut largement suffire, surtout si on optimise après la question des timings, de la qualité nutritionnelle. Parce que manger 2000 calories par jour de mauvaise qualité en un seul repas et mal réparti, voilà, ça n'a aucun sens. Par contre, manger son total calorique de la journée avec une bonne répartition en protéines, lipides, glucides, avec des bons timings et de la bonne qualité, c'est pas du tout pareil. Donc vraiment à faire un travail après dessus sur vraiment le côté équilibre, tout simplement. OK, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut trouver maintenant tout ça? Les protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs, protéines végétales, donc je pense aux légumineuses, au tofu, aux protéines type gluten et ainsi de suite. Les lipides, on peut trouver dans les huiles, le beurre, on peut aussi trouver dans les viandes grasses, les poissons gras, dans les oléagineux, dans tout ce qui est fruits oléagineux, donc avocat, noix de coco, là, il y a beaucoup de lipides aussi. Donc ça, c'est vraiment la base, de manière générale. Dans le fromage aussi, il y a autant de lipides que de protéines, à peu de choses près. Et les glucides, on peut les retrouver majoritairement, dans les féculents, donc pâtes, riz, pommes de terre. On peut aussi en trouver dans les fruits, et dans tout ce qui est, dans l'alimentation de nos jours, on va dire, tout ce qui est produits sucrés, confitures, céréales, du petit déjeuner, jus de fruits, toutes ces choses-là, que je conseille pas, mais c'est quand même important d'en avoir un petit peu dans son alimentation pour, justement avoir son équilibre, plus, d'un point de vue Plaisir. OK. plaisir et psychologique. Tout ce que j'aime. Moi aussi, t'inquiète pas. Ça me rassure. OK. Beaucoup pour l'explication, c'est là où on se rend compte que ce n'est pas un métier qui s'improvise. Non, Mais moi, je connaissais j'ai et essayé de tout, faire très mais c'est synthétique. vrai que je trouvais que 2 grammes de lipides, c'était beaucoup. Ça dépend de l'objectif. En fait, pour le coup, moi, je commence toujours par, les calories. Ensuite, je calcule mes protéines au niveau Ouais. des besoins de mon suivi, et après, selon son sport, des fois, je vais même commencer par calculer les glucides plutôt que les lipides. OK. Et typiquement, un sportif de force qui prépare une compétition, je vais facilement le mettre à 5 grammes par kilo de poids de corps de glucides. Pareil pour un sportif Ouais, qui OK. prépare un Irox ou des choses comme ça, facile 5 grammes par kilo de poids de corps de glucides. Et généralement, les lipides, je les mets à la fin, ou alors je prends la valeur de référence de 1 gramme, et ça m'aide facilement après à calculer le reste ou à optimiser l'apport en glucides à côté. Mais je dirais pour une personne, voilà, qui cherche simplement à manger à hauteur de ses besoins, les lipides, justement, ils sont très souvent sous-estimés, et beaucoup de personnes ont tendance à les négliger comparés aux protéines et aux glucides. Mmh. Mais non, les lipides, en fait, ça régule tout. Ça régule les hormones, ça Mmh. régule tout le métabolisme en soi, et c'est ultra important aussi pour la synthèse protéique. Dans le sens où si on n'a pas assez de lipides, on crée pas assez d'hormones, et c'est les hormones qui créent aussi la masse musculaire. Ouais. Donc c'est vraiment à faire attention. Mais oui, pour le coup, les lipides, 2 grammes, j'ai déjà fait des plans alimentaires OK. avec beaucoup plus par jour. OK. Après, ça Hem dépend des gens aussi. mais ça dépend des gens, oui. Les 2 grammes de lipides par jour, c'est plus sur des apports à 3 500 4 000 calories par jour, quoi. OK. Donc c'est OK. Je c'est pas, OK. OK, OK, c'est autre chose. OK. Moi, je voulais savoir l'importance de l'hydratation, Mmh. que ce soit pour les sportifs ou pour les gens dans la vie de tous les jours, Essentiel. Déjà, c'est un besoin vital. Ouais. Et je dis souvent à mes sportifs, notamment mes powerlifters qui font des compétitions, on a des pesées 2 heures avant le match de la compétition. Et beaucoup doivent perdre beaucoup de poids d'un coup, et du coup, ils passent par un manque d'hydratation pour perdre beaucoup de poids facilement, puisque notre corps est constitué à 70% d'eau quasiment. Donc en fait, c'est très facile de perdre du poids rapidement si on perd de l'eau rapidement. Ouais.
Et par contre, je dis souvent, quand ils rechargent avant leur compétition, priorise toujours ton hydratation à ta nutrition parce qu'un athlète déshydraté, ça perd jusqu'à 20 de performance, alors qu'un athlète qui manque d'énergie par rapport à son besoin calorique, bah, en fait, il a des réserves dans son corps et il y a du glycogène intramusculaire qui est stocké aussi, donc il va moins ressentir le manque d'énergie et de calories que le manque d'hydratation. Donc déjà pour la performance, l'hydratation, c'est essentiel, donc tout sportif avant son entraînement doit être bien hydraté. La différence peut vraiment se ressentir, d'une séance à une autre, hein, Ouais. donc encore plus les sportifs d'endurance, donc à faire attention. Après le besoin général hydrique, moi je le situe entre 2,5 litres à 3,5 litres par jour pour tout le monde. J'en suis loin. Surtout 2,5 à 3,5, ouais, c'est ça? OK. parce que souvent on entend minimum 1,5 litre d'eau par jour, mais c'est pour quelqu'un qui s'entraîne pas, Ouais. dans un on va dire dans un climat modéré. Là, les beaux jours commencent à arriver, on est tous un peu sportifs, je pense, ici, Ouais. donc forcément, on perd beaucoup d'eau dans la sueur, on a des besoins aussi qui sont majorés. On a vraiment besoin, un besoin hydrique, quasi du double de quelqu'un qui est sédentaire et qui est dans un climat, on va dire, tempéré et qui transpire pas, quoi. Ouais, OK. Donc vraiment l'hydratation essentielle, que ce soit même pour la concentration à l'entraînement, ça joue énormément, et ça a aussi, une répercussion sur la performance, du coup, et puis même après sur le côté digestif, rétention d'eau, Ouais. récupération aussi. Être bien hydraté, ça limite aussi le risque de blessure parce que du coup, on hydrate bien tout ce qui est tendons, articulations, ligaments. Ils sont bien, on va dire, «lustrés» entre guillemets, et l'hydratation en fait c'est tout. Vraiment, c'est tout. Tu vois, je t'ai dit. Alors en ce moment, j'ai compris. En ce moment, je bois. Mais c'est vrai que, avant, même quand je m'entraînais, en fait, je buvais pas pendant mes entraînements, je Ah mais je suis pas un Elle bon boit pas, exemple non plus elle allait à et la salle sans eau? ouais, bah, oui, oui. J'ai fait l'erreur pendant très longtemps aussi Mais toi aussi? et Oh là ouais. là. Mais par contre, quand on prend l'habitude de boire, après on peut plus s'en passer. Donc dès que tu prends l'habitude, après tu C'est vrai. verras, tu auras soif tout le temps. et depuis là, en vrai, oui, je confirme. Oui. Depuis 3 semaines, je bois tout le temps et du Oui. coup, plus je bois, plus Ah, j'ai c'est quand même si soif. dur de boire autant de Faut y penser, faut avoir les bons réflexes. Moi, je dis souvent à mes suivis, bah, garde toujours une gourde, remplie à côté de toi, prends des réflexes, avant ton repas, bois un grand Mmh. verre d'eau, avant de te brosser les dents, bois un grand verre d'eau. Enfin, vraiment créer des automatismes pour que, à chaque moment de la journée qui se répète, bah, tous les jours, qu'il y ait un automatisme de boire en même temps ou, dès que, la personne rentre, chez elle, je dis: «Bah, ton réflexe, c'est tu te laves les mains, tu bois ton verre d'eau dès que tu as fini de te laver les mains». Enfin, vraiment créer des automatismes comme ça paraît tout bête, mais quand on y pense, bah, au final, on peut facilement augmenter d'1 litre, voire même 2, sa C'est vrai. consommation, journalière, sans même, forcément faire un gros effort, supplémentaire au quotidien. Donc ouais, ça, c'est important. OK, OK. Ouais, c'est sûr. Là, tu nous as rappelé toutes les bases et par rapport à des objectifs, il y en a à la salle qui veulent perdre du poids, il y en a qui veulent prendre du poids à la prise de masse. Oui. Quels sont les conseils que tu donnerais pour ces 2 choses-là? Premier conseil, d'y aller progressivement pour Mmh. tous les objectifs. Bon, bah, encore une fois, je suis très bien placée parce que j'ai Mmh. fait toutes les erreurs possibles. Moi, je suis passée vraiment par tous les extrêmes, hein, c'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai diminué mes apports, je pense de moitié, si ce n'est même plus. Donc alors oui, tu perds très vite, mais bah, tu développes des TCA, tu as aucune énergie, tu te coupes socialement, tu es enfermée un petit peu dans ton monde et c'est très difficile d'en Mmh. ressortir. Enfin, moi, je suis tombée, je pense, dans les troubles du comportement alimentaire en l'espace d'une semaine. J'ai mis 5 ans à m'en sortir, quoi. Donc c'est dur, vraiment c'est dur. Après j'ai fait l'erreur de pas me faire accompagner aussi, Ah. donc forcément. Mais oui, après, il y a ça à prendre en compte. Mais plus on a un objectif qui est important pour nous et qu'on souhaite atteindre, plus il faudra y aller de façon progressive pour comprendre son corps, éviter les extrêmes et surtout que ce soit stable. Parce que quand on décide de prendre de la masse musculaire, on veut pas juste prendre du muscle, enfin prendre du poids, on veut prendre du muscle. Mmh. Sauf que la masse musculaire, elle va se créer sur des mois, voire même des années, avec bah, une alimentation optimisée, un entraînement du coup avec de la surcharge progressive. Et c'est pas parce qu'on mange 2 fois plus de calories qu'on va prendre 2 fois plus de muscles. Non, il faut vraiment y aller progressivement. Les plus grandes erreurs en prise de masse que je vois, justement, c'est des personnes qui comprennent pas que la base alimentaire doit vraiment rester la même, doit rester tout aussi bien équilibrée, avec légèrement plus de lipides et de glucides, et garder même, le même apport en protéines, les mêmes habitudes du quotidien si elles sont déjà bonnes de base, et c'est tout. Et idem pour un déficit. Hem, Faire attention de où on commence son déficit, ça c'est le seul point vraiment qui est très souvent négligé. Moi je vois beaucoup de personnes qui arrivent en suivi et qui me disent: «Je veux faire, un déficit, je veux perdre du poids».
Sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup soit de troubles de comportement alimentaire, soit des fausses croyances ou des grands freins qui vont nous limiter pendant l'objectif, plus d'ordre psychologique ou perception de soi, rapport à soi et ainsi de suite. Et aussi, la personne déjà ne mange Ne pas mange assez. pas. Ouais, moi, c'est pareil. Donc, en fait, moi, je passe toujours un temps à remonter les apports, Ouais, à vraiment trouver un maintien le plus haut possible et ensuite commencer le pour déficit. booster le métabolisme. Ouais. Exactement. Parce que commencer un déficit, on va dire à 1500 calories par jour, si on veut perdre 5 kilos, en fait, il va falloir manger quoi? 800 calories par Ouais, jour pour perdre ces 5 kilos, ça n'a aucun sens. Alors que si on prend le temps de remonter à 2 200 calories par jour, en fait, à 1500 calories, on perdra tout le poids Ouais. qu'on veut. Donc, il faut faire ce travail-là. Malheureusement, on est tous très impatients, on veut tous tout de Les suite. gens- Et sauf que la nutrition, ça marche pas comme ça, encore plus une perte de poids, parce qu'il y a la santé qui est en jeu, il y a le métabolisme qui est en jeu, il y a les apports aussi, tout simplement. Manger, 800 calories par jour, comment on atteint tous ces besoins en protéines, lipides, glucides? Ouais. De base, avec 800 calories par jour, on peut pas nourrir son cerveau, on peut pas nourrir ses muscles et on peut pas avoir son apport en lipides, efficace, pour avoir des hormones stables, qui vont booster aussi, le métabolisme et la prise de masse musculaire. Parce que très souvent, les personnes qui veulent perdre du poids, en fait, elles veulent pas perdre du poids, elles veulent perdre du gras. Du coup, il Ouais, faut garder la masse musculaire et il faut manger assez de protéines, il faut quand même continuer à bien bouger, s'entraîner un minimum, pas forcément aller à la salle, hein, ça peut être bouger différemment, mais il faut quand même se mettre en mouvement et en plus, ça permet, de creuser le déficit très facilement. En Mmh. activité physique, il y a pas que la nutrition. Mais ouais, pour le coup, les plus grands conseils à donner dès qu'on a un objectif, se rendre compte de sa situation de base et ensuite y aller progressivement dans ses actions pour, laisser le temps aussi à son corps de comprendre. Moi, je vois beaucoup de personnes que je suis qui sont très impatientes au bout de 2 3 semaines quand ils me disent: «Je comprends pas, j'ai toujours pas perdu de poids». Je suis en mode: «Laisse le temps au déficit de s'accumuler, laisse le temps à ton corps à comprendre, que de tout ce qu'on est en train de mettre en place et au bout de 2 3 semaines justement, c'est là où on commence à avoir des bons résultats sans avoir vraiment diminué drastiquement les calories par exemple ou augmenté drastiquement, tout». Donc ouais, vraiment être patient, mais je sais que c'est dur, mais il faut l'être. Mais c'est vrai que je pense que ce qui a fait beaucoup de mal aussi, c'est tout ce qu'on peut trouver sur internet, YouTube. Ah oui, régime, perte de 10 kilos en une Ouais, semaine. moins Ouais, 10 ça, c'est. kilos en 3 mois. Oh Enfin, là. oui, en soi, tout ça, c'est possible. Mais encore une fois, est-ce que ça va être stable? Est-ce que ça va être sain? Est-ce que ça va être, encore une fois, acceptable dans son quotidien? Est-ce que ça va bien s'incorporer à sa routine? Est-ce Ça qu'on se dépend voit des faire gens ça aussi. toute la vie, enfin toute notre vie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, on va dire, se fixent un objectif, de perte de poids et qui, comme tu dis, font un régime. C'est-à-dire que pendant 2 mois, 3 mois, 2 semaines, 3 semaines, ils vont manger d'une certaine façon et dès qu'ils vont atteindre leur objectif, ils vont retourner à leur alimentation d'avant. Et après, plein de personnes, du coup, s'étonnent de ne pas maintenir les résultats obtenus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on se lance dans un changement sur son corps, dans son alimentation, il faut que ce soit durable et on ne peut pas faire retour en arrière. Sauf si, justement, on tempère un petit peu la chose. Si je prends par exemple l'exemple d'un déficit où moi j'aime bien faire marcher mes suivis pendant le déficit pour booster la dépense quotidienne et qu'ils perdent plus facilement sans pour autant manger moins. Mmh. Et à la fin du déficit, je dis: «OK, là, on réduit un petit peu la marche, mais par contre, stabilise bien ton alimentation et on va la réduire de façon progressive pour que le corps s'habitue». On peut pas passer de 15 000 pas par jour à 2 000 pas par jour en mangeant la même chose après une perte de poids. Il faut quand même, encore une fois, y aller de façon progressive et c'est possible de faire chemin arrière sur quelques petites habitudes, mais pas sur tout non plus et ça, il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte qu'en soi, c'est les efforts d'une vie et c'est les habitudes d'une vie quand on veut réellement changer, réellement se transformer et ouais, il y a encore un peu de désinformation parce que, encore une fois, hein, les coachs et toutes ces personnes-là et en soi, je pense que je pense faire un petit peu partie du problème dans le sens où nous, ce qui nous aide à vendre, c'est nos transformations patients. Enfin, là, je le vois, hein, j'ai posté une vidéo YouTube il y a 3 jours où, j'ai fait perdre 3 kilos en 2 mois à une patiente, où elle est passée, vraiment avec un bon niveau de sécheresse et cetera et directement, j'ai eu des nouvelles prises de rendez-vous. J'ai des personnes qui m'ont dit: «Bah oui, moi aussi je veux pareil» et cetera. Donc en fait, je sais qu'en soi ça marche et ça fonctionne et ça me permet de me développer, d'avoir un discours où, je fais des études de cas, où je présente un petit peu ma manière de fonctionner et où je fais des comparaisons du coup en disant: «Bah regardez, j'ai mis ça en place avec cette personne, cette personne. Si toi aussi tu veux ces résultats, contacte-moi». Enfin, même moi je le dis et en soi, j'y crois, hein, parce que tout le monde peut avoir les résultats que je propose. Mais il y a quand même ce truc-là de, faut pas oublier qu'on est tous différents et qu'on peut pas trop se comparer comme ça non plus. Du coup, j'ai un petit peu, comme d'habitude, le double discours et c'est très compliqué des fois de trouver le juste milieu pour, pas faire de désinformation, pas vendre, on va dire des promesses, comme ça,
Mais pour autant, montrer que quand on se donne les moyens et quand on fait bien les choses et qu'on se fait accompagner, on peut atteindre ces objectifs-là. Donc ouais, c'est compliqué. Ouais, il y a le côté un peu où faut attirer aussi. Mmh. Et ouais, je comprends entre l'éthique et le Ouais, c'est côté ça, parce que, je reste une entrepreneurial. professionnelle de santé et du coup, c'est aussi mon rôle de prévenir un petit peu tous les extrêmes et de montrer que c'est pas bien de se comparer et c'est aussi pour ça que même moi, hein, j'ai du mal à poster, tout ce que je fais, que ce soit dans mon assiette, dans mes journées, sur Instagram notamment. Parce que je me dis: en fait, vu que j'ai ce rôle-là professionnel, les gens vont peut-être le prendre pour exemple, sauf que, mon cas n'est pas le meilleur exemple du monde et du coup, je sais que j'ai un rôle et une certaine, influence par rapport à ça et du coup, j'essaye de l'utiliser le moins possible parce que, en fait, encore une fois, moi-même, j'ai un peu fait les frais de ça, où je me suis comparée aux mauvaises personnes, où j'étais influencée par les mauvaises personnes, où je suivais des comptes, de personnes, qui étaient, totalement dans les troubles du comportement alimentaire et je me disais: «OK, cette personne-là, elle est végane, je vais tester d'être végane». Alors que non, ça me correspondait pas et je l'ai fait, hein et je l'ai fait. Donc c'est pour ça, je fais très attention à ce que je peux dire, à ce que je peux faire, mais pour autant, j'ai aussi besoin de partager mon expérience, mon expertise et ça passe par des cas concrets, par des exemples. Donc ouais, il y a un petit peu ce juste milieu à trouver, mais je pense que dans tous les cas, l'énergie de quelqu'un se ressent aussi et j'espère que, ça se ressent comme ça, en tout cas de mon côté. En plus, le fait que tu aies aussi, des contenus long format avec ton propre podcast, même là, tu vois, tu peux exprimer aussi ta démarche. Ça permet aussi de rajouter ce côté, hors réseaux sociaux où Mmh. tu peux vraiment expliquer ta démarche aussi donc Ouais, c'est voilà. ça, tu tout compris. Au niveau du timing des nutriments, Mmh. on entend, Beaucoup tout de ouais, choses, voilà, ouais. beaucoup de choses, différentes sur les réseaux. Hem, Au niveau de la fenêtre anabolique, est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Très simplement, fenêtre anabolique, elle est efficace chez les débutants, donc elle est réelle chez les débutants où plus on débute un nouveau sport, plus on va réagir vite après l'entraînement. Du coup, si, par exemple, quelqu'un qui nous écoute vient de commencer la salle, bien manger après son entraînement, un bon apport en protéines, on va dire dans les 2 à 3 heures, ça peut être vraiment bien. Pour un sportif qui est plus débutant, qui est vraiment confirmé, qui fait ça depuis plus de 2 ans, la fenêtre anabolique, elle est plutôt entre 24 et 48 heures. Donc pas besoin de se prendre la tête avec son shaker Ouais. post-entraînement ou des choses comme ça. Donc intéressante chez les débutants et inutile chez les sportifs réguliers depuis plusieurs années. OK, je OK. pensais pas du tout qu'il y avait cette, distinction entre le Ouais. niveau et c'est vrai mais oui, c'est vrai des fois où les gens ils disent: «Oui, prends ton shaker avant, pendant». Il y en a qui disent au milieu de la séance, il y en a qui disent après. Ouais, il y en a qui disent pendant aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, pendant Ouais. l'entraînement, c'est pas utile. En fait, l'apport en protéines, il faut le réguler tout au long de la journée. Il faut le maximiser autour de l'entraînement, avec un petit apport avant pour éviter de créer du catabolisme pendant l'entraînement et ensuite un bon apport après. Mais, pendant l'entraînement, ça n'a aucun intérêt. Pendant l'entraînement, le seul apport qui peut être intéressant, c'est les glucides parce qu'ils vont permettre à l'énergie et à la performance en fonction de la durée d'entraînement et de l'intensité. Mais vraiment consommer des protéines pendant l'entraînement, ça n'a aucun sens parce que du coup, l'organisme va utiliser de l'énergie à la digestion et pas à la performance. Ouais, Donc c'est dommage. OK, mais trop intéressant. faut digérer un minimum, en fait, quand tu Mmh. t'entraînes, ouais. Ouais. Heu, Enfin éviter de digérer pendant l'entraînement du coup. ouais, du coup, ouais. Hem, Moi, au niveau du timing, du coup, c'est un peu plus au niveau des glucides, Mmh. moi, que je me posais la question, pas forcément des protéines et tout. Parce qu'on sait que, du coup, les glucides, c'est une source d'énergie, mais du coup, si on en mange avant, mais qu'on digère C'est pendant pour la ça séance. qu'il y a une certaine gestion des timings. Moi, je recommande tout le temps un repas complet 2 heures et demie avant l'entraînement et une petite collation 1 heure avant l'entraînement, OK. voire 30 minutes. Ce que je recommande souvent à mes suivis, c'est par exemple, un repas du midi, et ensuite une collation avec, fruits ou, une tranche, par exemple une banane avec, une tranche de pain et un peu de miel ou du beurre de cacahuète en fonction des besoins et ensuite l'entraînement, et en fait ça marche super bien, parce que, il y a et la source de glucides classique du repas, sans surdoser non plus les glucides parce qu'on s'entraîne après. Mmh. Je préfère fractionner un petit peu l'apport en glucides et en mettre, 1 heure, 30 minutes avant l'entraînement, même si il y a un petit effet placebo qui joue quand même. Dans le sens où le corps, oui, il va avoir besoin d'énergie pour performer, mais des fois, c'est plus l'athlète qui a besoin de ce petit apport-là pour Ouais, se dire: «OK, j'ai bien mangé et je peux aller m'entraîner». OK. Globalement, l'apport en glucides, si on le répartit bien tout au long de la journée, il y a pas forcément besoin d'un pré-workout à proprement parler, OK. mais ça peut booster vraiment l'énergie et l'effet, on va dire, presque placebo, en fait, de l'apport, co un peu comme la caféine.
Moi, Oui. des fois, j'ai fait le test avec des athlètes en disant: «Bah, un jour, prends un déca et un jour, prends un vrai café et compare ton énergie pendant l'entraînement, ta concentration pendant l'entraînement». Personne ne voit jamais de différence. Ah ouais? Mmh. En plus, je vais essayer ça en ce moment. Après, encore une fois, ça dépend, hein. Puis j'ai pas, 10 000 cas, Oui, oui, concrets, oui, oui, voilà, j'ai pas fait bien une sûr, méta-analyse non plus. bien sûr. Mais sur les personnes chez qui je l'ai testé, bah, en fait, le décaféiné marche tout autant parce que le cerveau et comment on perçoit la chose, bah, on le perçoit quand même comme, un café ou comme un pré-workout et du OK. coup, ça aide un petit peu à se dire: «OK, bah, j'ai mon petit réflexe, j'ai ma petite habitude avant mon entraînement, donc mon entraînement va se passer comme d'habitude» et c'est pas la molécule à proprement parler qui va faire la différence, Ouais, même si beaucoup d'études ont prouvé l'importance de la caféine ouais. pour la performance, mais c'est à un certain dosage et très peu de personnes consomment vraiment beaucoup de caféine comme ça avant l'entraînement pour que ça booste, factuellement la performance donc D'accord, OK, voilà. OK. Mais j'avais une petite question aussi, par rapport à la fréquence des repas et tout, c'est un peu niche ma question, en fait, c'est personnel. Mais Allez, consultation. en fait, pendant un moment, j'expliquais l'autre fois à des gens que pendant un moment, je mangeais 6 œufs d'un coup. Enfin, je Mmh. je me faisais une omelette avec 6 œufs et tout. On m'a dit: «Non, mais le corps, il peut pas du tout, accepter, tout ça d'un coup, c'est trop de protéines d'un coup et tout». Est-ce qu'il y a comme un maximum à ingérer à la fois? Alors oui, tu as une certaine absorption par repas, mais par contre, encore une fois, tu as des besoins qui sont journaliers. Donc le but, c'est de bien répartir tes apports, encore une fois, pour une question de timing et d'assimilation et d'intelligence par rapport à ton cycle circadien. C'est-à-dire que tout au long de ta journée, ton corps, il va avoir différents besoins à différents moments. Donc moi, j'aurais tendance à bien répartir l'apport en protéines. Par contre, 6 œufs, ça te fait quoi? Ça te fait du 40 grammes de protéines, 6 œufs, Oh, hein. ça va, Pas donc c'est très bien, c'est OK. très, très bien. Donc non, vraiment pour le coup, il y a pas de limite. Mais par contre, oui, si tu as tendance enfin moi, j'ai beaucoup vu par exemple le, one meal a day, les choses comme ça. Ça, je recommande pas du tout. C'est une catastrophe pour le Pendant le système C'est ramadan. quoi? digestif. Mais pendant C'est le le fait de ramadan, faire je l'ai un repas senti, par hein. jour. Ah Ah, je oui, l'ai OK. senti pendant le ramadan. Ouais, typiquement, très bon exemple. La Bah, nuit, je digérais, du coup, je dormais mal. mmh, Oh non, ouais. catastrophique. Bah, ça te fait un gros pic de tout en fait, de Ouais. glucides, de protéines, de lipides. Donc déjà à digérer, c'est un enfer. Mmh. À assimiler aussi, c'est beaucoup plus complexe parce que du coup, ta digestion va être extrêmement ralentie. Il y a certains nutriments du coup qui vont se mélanger entre eux et certains sont compétitifs dans le sens où, si tu manges, beaucoup de magnésium et beaucoup de fer d'un coup, dans ton repas, bah, en fait les 2 ils peuvent pas être assimilés en même temps, donc il y a l'un qui va gagner sur l'autre. Donc en fait, tu vas pas, tirer tous les bénéfices de ton repas s'il avait été mieux timé, enfin de tes apports. Mais par contre, oui, dans le cadre du ramadan, entre guillemets, tu pas le choix, donc c'est mieux d'avoir quand même ton apport calorique, sur un repas que, de, sauter tous tes repas de la journée et faire juste un petit repas que tu digères bien pour bien dormir. Donc il y a quand même d'autres enjeux. Mais oui, par contre, toutes les personnes qui font un repas par jour ou qui ont tendance à concentrer, leurs apports, pour, mettre en pause leur système digestif ou autre, bah, en fait, non, parce que leur système digestif, il passe de tout à rien Ouais. en l'espace de Mmh. 24 heures. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Même, socialement ou des choses comme ça, c'est pas tenable. Donc c'est des choses qui vont faire, vu que la personne est focus et à fond dans son truc, bah, elle va tenir Mmh. et dès qu'elle va lâcher, bah, en fait, elle va se dire: «Mais jamais je peux manger comme ça toute ma vie». Mmh. Donc c'est pas tenable, c'est pas sain et c'est pas durable surtout. Moi, je voulais qu'on parle des compléments alimentaires. Mmh. Mmh Vaste sujet. et dans les et dans les compléments alimentaires, on a aussi les micronutriments. Mmh. En fait, on a vu que les macronutriments, donc du coup, protéines, glucides, lipides. Exactement. Il y a aussi des micronutriments qui sont très importants dans la vie de tous les jours. On voulait savoir qu'est-ce que déjà t'en penses des compléments alimentaires et quels seraient les plus importants à prendre au quotidien, que ce soit pour un sportif ou bien, quelqu'un qui OK. fait pas sport? Oui, les compléments alimentaires, moi, je suis vraiment pour. Déjà parce que notre alimentation, on va dire, quotidienne, ne permet pas de générer, enfin, d'apporter tous les besoins en micronutriments. Donc les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines, minéraux. On peut mettre les fibres et les antioxydants aussi dans la même famille, et tout ça, ça sert à faire, on va dire tous les petites actions à l'intérieur de son corps, de son cerveau, c'est les micronutriments. Ça va pas servir à l'énergie, ils sont, totalement acaloriques, donc de la vitamine C ne va pas apporter des calories. Par contre, elle va aider justement à avoir de l'énergie, à bien récupérer ou des choses comme ça. Et du coup, les micronutriments, ils sont vraiment essentiels et ils interagissent avec plein de fonctions de l'organisme. Donc ça sert aussi à la santé, et pas que au physique. Ensuite, oui, moi, je suis vraiment pour les compléments alimentaires. Je pense qu'ils sont essentiels, encore plus chez le sportif parce que les besoins sont majorés, on a plus de pertes, encore une fois, via la transpiration. Donc c'est essentiel pour un sportif de supplémenter. Et même pour, quelqu'un, qui ne fait pas forcément de sport et qui, on va dire, pour un Français, lambda,
c'est aussi très, très Mmh. important parce que ce soit en vitamine D, on n'a pas du tout nos apports à l'année. Donc quelqu'un de sédentaire qui fait pas de sport a quand même des besoins en micronutriments parce que c'est vital. Enfin non, c'est pas vital, mais c'est essentiel à plein Ouais. de choses dans le métabolisme qui, elles, sont vitales. Hem, donc je dirais mon top 3 compléments alimentaires pour, on va dire quelqu'un de sportif ou non sportif, ce serait vitamine D quasiment à l'année, hein, parce que c'est très rare de s'exposer, toute Mmh. l'année à la même, à la bonne fréquence et à la bonne intensité. Ensuite, je dirais magnésium, essentiel, vraiment essentiel à tout. Le magnésium, il régule, la digestion, il régule la récupération, il régule le sommeil, le stress aussi. Il est essentiel à plein d'échanges, on va dire de neurotransmetteurs. Donc c'est tout ce qui régule aussi l'humeur, et ainsi de suite. Donc ouais, essentiel. Et après en troisième, je dirais peut-être oméga 3. C'est assez rare, d'obtenir son quota d'oméga Mmh. 3 dans la semaine. On peut tout aussi bien l'apporter par l'alimentation, mais il faut quand même faire pas mal d'efforts et avoir des bonnes habitudes, par exemple à manger, des graines de lin moulu tous Ouais, les matins, des noix, du saumon 2 à 3 fois par semaine. Mais bon, maintenant dans le saumon, il y a beaucoup de métaux lourds, du coup on perd un peu les bénéfices, donc on sait plus trop quoi manger. Donc pour s'enlever un petit peu la question de ça, moi je dirais, oméga 3. Et maintenant mon top 3 pour le sportif, je dirais toujours magnésium. Magnésium associé à du zinc pour, booster un petit peu le côté récupération et après créatine pour, gain de force, gain La de masse créatine, ça musculaire. fait débat en plus. Créatine, c'est le complément alimentaire le plus testé par la science et qui a le plus montré des résultats. Mmh. Donc, si on veut vraiment s'assurer d'une chose, c'est la créatine, ça fonctionne. Après, il y a, on va dire, un certain public qui peut ne pas être réceptif, à la créatine, donc il faut tester Ouais. et si on réagit pas, si on ne prend pas en force, si on voit pas de résultats, là, oui, effectivement, c'est qu'on n'est pas réceptif et ne pas la prendre. Il y a quand même 40 des Oh personnes qui sont purée! pas Purée, mais réactives ça à se la trouve, je suis pas créatine. réceptif alors. Ouais. Oh mon Dieu, ça se trouve, je et prends depuis C'est des années. possible, hein. Si et tu vois pas de résultats, En c'est vrai, que si, j'en possible. vois quand même. Bon, voilà. Mais OK. Donc tu es réceptif. Mais oui, il est-ce faut se poser la que, question. Ouais. Pardon, oui. pardon, moi quand j'ai pris la créatine la première fois, mes parents ils étaient là en mode: «Mais c'est du dopage, c'est hyper dangereux pour la santé et tout». Est-ce que c'est dangereux pour la santé en vrai? Non. Papa, maman? Non, vraiment créatine, aucun risque pour la santé. Protéines en poudre, hein, aucun risque pour la santé, sous réserve qu'on n'ait pas de pathologie rénale de base. On entend beaucoup, oui, les protéines pour les reins et cetera. Non, vraiment les protéines, ça n'a aucun effet sur les reins, sauf si il y a déjà une maladie rénale de base, D'accord. vraiment. Si on boit pas assez aussi, non? Non? OK. Non. Ça peut, enfin oui, tu vas acidifier un petit peu plus ton organisme si tu surconsommes des protéines et que tu Mmh. t'hydrates pas assez et que tu manges pas assez de végétaux, donc ça peut quand même avoir un petit effet, acidifiant, mais non, OK. ça va pas te créer des problèmes de reins même si tu bois pas assez. OK, top, je vais Donc pouvoir m'en racheter. top 3 compléments alimentaires pour le sportif. On va dire zinc, magnésium associé, créatine et je pense on va garder les oméga 3, par Ouais, rapport à la OK. vitamine OK. D. Aussi, c'est vrai que quand on cherche des compléments alimentaires, par exemple, je pense à la whey. C'est Ouais. un peu le truc qu'on recherche en premier, je trouve, quand on fait de la salle. C'est un peu la jungle, tu vois? Il y a plein de sites qui en font, il y a même, Action qui en fait, enfin, il y en a de partout. Quels sont les Oui. critères? Aussi, il y a la distinction entre Clear Whey et Whey. Je voulais savoir aussi si Clear Whey, ça pouvait être pas mal. Alors la Clearway, elle va être, différente en format, mais ça reste de la whey. Donc la qualité normalement n'en pâtit pas. Mais par contre, tout dépend de où est-ce qu'on l'achète. Effectivement, moi j'aurais toujours tendance à conseiller de la whey, hydrolysée, bio, native aussi, plutôt native, même essentiellement native. Parce que, en fait, c'est juste le cœur de la protéine qui va être conservé. Parce que, souvent, en fait, la whey, surtout les whey de mauvaise qualité, c'est un petit peu les déchets, des agroalimentaires. Et ça, il faut le savoir, OK. c'est que plus la whey est pas chère, avec des goûts bizarres ou beaucoup d'additifs à l'intérieur et cetera, en fait, ça veut dire que c'est de la whey de mauvaise qualité qui, globalement, en gros, c'était les déchets des agroalimentaires qu'ils réutilisent pour, faire du profit derrière, hein. Malheureusement, ça marche OK, comme ça maintenant. je savais pas. Alors que se tourner vers des whey natives, idéalement bio, parce que du coup, c'est un certain gage de qualité maintenant, moi, je préfère 1000 fois mettre un peu plus cher dans un produit et être sûre de sa qualité, plutôt que vouloir économiser un peu et me dire: «OK, ça se trouve, le bio, ça change pas grand-chose, donc je vais prendre moins bonne qualité, mais je suis pas sûre à 100 non plus». Donc pour moi, il faut quand même prioriser la qualité, surtout si c'est un aliment qu'on aura tendance à consommer tous les jours. Je le vois aussi, par exemple, ne serait-ce que pour les œufs. Consommer des œufs, de mauvaise qualité tous les jours, si on en mange tous les jours, plutôt que consommer des œufs, label rouge, bleu blanc cœur ou même bio,
bah, l'impact sur la santé à long terme, ça n'aura rien à voir ou même ne OK. serait-ce que l'apport en micronutriments à l'intérieur. Dans le jaune d'œuf, il y a énormément de vitamines, de minéraux. Bah, il y en a encore moins si l'œuf est de mauvaise qualité et encore plus si l'œuf est de bonne qualité. Bah, pour toute l'alimentation générale, toujours penser à: «Est-ce que j'en consomme beaucoup? Est-ce que ça fait partie de ma base alimentaire?» Et si oui, bah, il faut vraiment faire attention à la qualité et prendre le temps de se renseigner sur, sur des sites officiels ou, sur des marques, qui sont traçables, qui sont fiables, et ça fait la différence. Ça en aidera plus d'un, je Oui, je pense. pense aussi. Au niveau des carences, Mmh. je voulais savoir quelles carences étaient les plus courantes, je sais pas si c'est français? Ouais, Non. les plus répandus. Les plus, courantes et que en fait, bah, personne ne sait ou bien, Première carence, magnésium. 70 de la population française ne couvre pas ses besoins au je quotidien en dis que c'est magnésium. important. Heu, Ensuite vitamine D, plus de 25 je crois. J'ai pas envie de dire n'importe quoi non plus, mais je crois que c'est un bon quart des Français qui sont carencés en vitamine D, encore plus pendant l'hiver. Ça, c'est vraiment les chiffres officiels que j'ai en tête. OK. Après, moi, je vois beaucoup, beaucoup de carences, de manière générale aussi en fibres. Alors, c'est pas forcément des vitamines et c'est pas forcément une carence à Ah, proprement parler, OK. mais des personnes qui sous-consomment des fibres au quotidien par un manque de fruits et de légumes. C'est quand même Ouais. assez important et surtout en France. Bah, la France, on est quand même passé à plus de 30 de personnes en surpoids, voire même en obésité maintenant, je sais plus. J'ai plus les chiffres, mais on rattrape bientôt les États-Unis, en gros. Ouais, OK. Ah ouais, c'est chaud. Donc ça joue beaucoup la qualité de l'alimentation, les fibres, du coup l'apport en fruits et légumes, hein, ça équilibre globalement une journée, ça régule l'appétit, ça régule la digestion, ça nourrit aussi tout ce qui est le microbiote intestinal, donc les bonnes bactéries dont nos corps a besoin, pour ensuite sécréter tout ce qui est sérotonine, dopamine, donc aussi ça régule l'humeur. Avoir une bonne digestion, ça peut rendre heureux, si on peut OK. résumer ça comme ça. Et ça, il faut pas le négliger et l'apport en fibres joue beaucoup. Donc ouais, faire attention au magnésium, vitamine D et son apport en fibres au quotidien. Mais c'est vrai que tu l'as un peu souligné, mais aujourd'hui, tout est tellement ultra transformé. Mmh. Il y a un coût aussi, enfin, honnêtement, acheter de la viande aujourd'hui, c'est Ouais. pas super accessible, je trouve. Les œufs, il y a des pénuries toutes les semaines. Mais oui, On on est l'a vu d'accord. Oui, dernièrement. oui, oui. En fait, je trouve que c'est en train de devenir vraiment de plus en plus compliqué de bien s'alimenter et c'est pas étonnant finalement qu'on rattrape les États-Unis. Bah, ça devient un luxe, en fait. Ou Ouais. même, il y a des déserts alimentaires, on appelle ça. Dans le sens où il y a des endroits, bah, ne serait-ce qu'en Île-de-France, Petite Couronne et ainsi de suite, où il y a plus de fast-food au kilomètre carré que de réels supermarchés avec des aliments bio ou, enfin, pas forcément bio, hein. C'est pas forcément utile que ce soit bio pour que ce soit de bonne qualité, mais juste des aliments bruts peu transformés. Bah, en fait, maintenant, c'est plus facile de trouver Mmh. un grec, un tacos ou des choses comme ça, que de trouver juste un supermarché avec d'une bonne provenance, avec, quelque chose de traçable, de bonne qualité, des petits producteurs et ainsi de suite. Donc malheureusement, ça vient d'un problème plus profond du manque de connaissances en nutrition et surtout, bah, d'un problème, plus de finances, en fait. Les gens ont pas les sous de bien se nourrir et surtout, bah, maintenant, on n'en a même plus l'opportunité parce que, bah, pour bien se nourrir, il faut faire, X kilomètres de voiture, de route, de ci ou de ça pour trouver un Mmh. magasin, capable de nous donner ce qu'on recherche, quoi. Donc ouais, il y a beaucoup d'enjeux dans la nutrition mais c'est pas que la faute des consommateurs pour moi. Il y a c'est presque politique à ce niveau, Ouais, mais je suis d'ac il y a je suis vraiment d'accord. Ouais, beaucoup c'est de choses à compliqué, dire ouais, c'est et compliqué. c'est toute une société, en fait, à remettre en cause de Ouais. mon point de vue. Donc pour moi, ce qu'il faut au lieu de rejeter la faute sur, l'État, la politique ou j'en sais rien ou quoi, c'est vraiment voir à son échelle ce qu'on peut faire et se renseigner et faire un petit peu la différence de son côté et apprendre à faire les bons choix, même si c'est pas parfait, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est désert alimentaire, le terme, c'est Mmh. ça. Ouais. Bah, c'est vrai que ça, je l'ai ressenti, l'année dernière. La fac, j'étais dans une fac et franchement, le midi, quand on voulait manger, souvent, tu sais, en plus, on avait que 1 heure pour Plus, ouais. manger. On avait des grosses journées, donc c'est vrai que je prenais pas le temps de me préparer des tupperwares. Il y avait qu'un micro-ondes, Oui, bah, en fait, flemme. c'est ça, on est d'accord. Donc le crous, fallait manger rapidement à la cafétéria et enfin, souvent, c'était des petits trucs. Enfin, ça va pas Mmh. combler tous tes besoins Ouais, bien sûr. et autour, il y avait que des grecs et tout. Bah, moi, j'allais au grec tous les midis, je me disais: «Au moins, je prends le triple steak». Au moins, tu as Comme tes ça, tu as tes protéines, tu as protéines. tes C'est ça. Tu as calories, tes mais protéines. ça te cale vraiment. Mais oui, mais après, voilà, c'est le même problème, c'est que, bah, c'est pas cher, c'est de la nourriture rapide,
les gens, en fait, ils vont monter des business qui fonctionnent, hein. Ils savent qu'un grec, ça va 1000 En fois plus, mieux c'est bon. fonctionner Ouais. à côté d'une fac qu'un bar à salade à 20 € la salade, quoi. C'est ça, Enfin, ouais. c'est logique, Clairement. hein, mais malheureusement, ça devrait être le contraire. Mais ça, c'est aussi un problème de valeur dans la société, d'une bonne nutrition. Mmh. Maintenant, dire à quelqu'un: «Non, je préfère manger une salade plutôt qu'un burger», enfin, moi, je le dis souvent et on me regarde avec des grands yeux en mode: «Mais tu es malade, toi?» ou des choses comme ça. Mais je suis en mode: «Bah non, en fait», parce que je sais qu'un fast-food, je vais mal le digérer, je vais pas me sentir bien, ça va pas m'apporter ce que je recherche. Donc oui, c'est important pour moi, même si, c'est très cliché, je préfère être un cliché en bonne santé Mmh. que, me fondre un peu dans Ouais. la masse et au final, que ça me fasse pas du bien et que ce soit pas accordé à mes valeurs, tout simplement. Donc ouais, Mais mais carrément. c'est compliqué. Mais en plus, même moi qui pourtant j'aime trop vraiment mal manger. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais j'aime Je suis trop. pareil, hein, Et ouais. mais On est pourtant, tous un peu pareils, hein, sur plein d'aspects, en vrai, hein. c'est ça. Mais pourtant, je suis en train de développer comme une forme de rejet psychologique, on va dire, parce qu'en fait, tellement tout est ultra transformé. Même moi, des fois, quand je mange, Mais en fait, le il y a corps des a ses choses que je limites, peux en plus fait. manger. Par exemple, les nuggets là, ultra transformés, maintenant, j'arrive plus vraiment à en manger. Les cordons bleus industriels, pareil, j'ai de plus en plus de mal. En fait, il y a plein de choses où en fait, on a banalisé de manger certaines choses, mais je crois qu'on sait pas vraiment ce qu'on mange non plus. En fait, c'est ça et puis, encore une fois, le corps et la tête, ils comprennent aussi ce qui est bon pour lui. Donc, au début, on va être attiré par le goût, par le Ouais. côté un petit peu addictif, salé, sucré, gras et dès que, Tu goûtes. on va prendre un peu plus d'âge, on va commencer à s'intéresser au Mmh. sport ou que juste on va tester de bien manger pendant X temps. Moi, j'ai beaucoup de suivis qui me disent: «Je n'arrive plus à mal manger parce que mon corps le rejette». Ça ne Ouais. s Ouais, C'est un tu non, je le rejette pas, hein, je vais bien profiter quand même, mais après je vais me dire: tu ressens Ouais, l'impact un je me peu suis dit: «J'aurais négatif pu que ça manger peut mieux, avoir ou et ça quoi. m'aurait pas fait, C'est limite je me exactement. sentirais mieux si je mange bien». Moi, Comme j'ai ça des je patients, ils me culpabilise disent: pas. «Mais Fanny, mais j'aime trop bien manger. J'aime trop bien manger, ça me fait trop du bien» et pour autant, quand ils vont faire leur repas libre, ils vont s'envoyer un giga fast-food et ils vont dire, d'un côté, je regrette, mais d'un autre côté, j'avais l'impression d'en avoir besoin parce qu'encore une fois, c'est des habitudes à changer. C'est des réflexions qui peuvent pas enfin, des transitions qui peuvent pas se faire en un claquement de doigts. Du coup, apprendre à bien manger, encore une fois, c'est progressif aussi Mmh. et c'est mieux que ce soit progressif, que ce soit, un peu comme moi j'ai pu le faire dans l'extrême où du jour au lendemain, j'ai tout coupé, et j'ai accepté de manger que du tofu et des légumes, quoi. Donc ça n'a aucun sens et c'est pas ça, encore une fois. Mais garder, par exemple, à la semaine, une alimentation mieux organisée, mieux structurée, de meilleure qualité, avec plus de fruits et légumes, par exemple, des protéines de bonne qualité et se garder des petits plaisirs un peu plus ponctuels. Au final, l'équilibre, il est là, le plaisir, il est là et ça fonctionne très bien et l'impact sur la santé et le corps et les performances, il y aura pas d'impact justement, à part un impact positif. Alors que toute la semaine manger au grec et le week-end se dire: «OK, non, ce week-end, je fais attention, parce que je sais ce qui m'attend la semaine prochaine», du coup, la tendance et l'équilibre est un petit peu inversé. Mais petit à petit, changer les choses, on peut commencer par une journée, 2 journées, un repas, 2 repas et rien que ça, sur une vie entière, ça fait totalement la différence. Ouais, OK. OK. Alors c'était hyper intéressant et c'est passé tellement vite, Oui. c'est 1 heure. Je suis vraiment triste de devoir être Je la vous avais méchante qui prévenu, met hein. un Passé terme vite, à hein. ça. Mais enfin, vraiment, à titre personnel, là, on oublie le podcast et tout, j'ai énormément apprécié cette Moi conversation. aussi. J'ai pas vu le temps Vraiment, passer. merci 1000 fois. Je pense que tu nous as apporté énormément d'éléments. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller la rejoindre sur ses réseaux sociaux. On mettra tout Oui. et allez écouter son podcast. Je pense que vous aurez encore plus de réponses à vos propres, C'est ça, j'ai problématiques. beaucoup d'épisodes de podcast, j'ai 70 vidéos YouTube déjà postées sur plein de sujets. Donc il y a de quoi trouver son bonheur, dans mes contenus, et puis je vais continuer à poster aussi, donc normalement tout sera bon. C'est trop bien. En tout cas, à titre personnel, je te suivrai et je vous invite, à aller, suivre Fanny sur ses réseaux Merci sociaux. aussi de m'avoir invitée, et de m'avoir écoutée. C'était C'est avec normal. je crois que le plaisir était pour Mais nous oui. et du coup, juste on a une petite habitude quand on reçoit nos invités, on fait un petit Fast and Curious à la fin Des petites questions comme ça. OK, et tu Heu, réponds au tac. C'est des questions plutôt fermées, donc en un mot. OK, soit l'un, soit l'autre. OK, Est-ce que tu es prête? toujours. Moins de sucre ou moins de gras? Moins de sucre. Protéines ou glucides? Protéines. Légumes ou fruits? Fruits. Mmh. Surplus ou surplus ou déficit? Surplus. D'accord. Se restreindre ou manger à l'échec? Heu, aucun des 2. Joker. OK. S'entraîner à jeun ou s'entraîner nourri? Nourri. Prendre de la caféine ou ne pas prendre de caféine? Ne pas. D'accord.
est ta méthode en un mot? Efficace? Ok, Ah! bien, le mot est bien. Ah, j'ai aimé. Bon, J'ai aimé. bah, vous savez vers qui vous tournez. Eh bien, merci beaucoup Fanny encore une fois et merci à vous de nous avoir écoutés. Donc encore une fois, n'hésitez pas à la rejoindre sur sur ses réseaux sociaux et puis nous donner un petit peu de force, à vous abonner, liker, commenter et surtout, dites-moi quelle thématique vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois ou un prochain invité que vous aimeriez voir ici. Merci. Et à plus tard dans After Gym.